Bonjour à tous. Alexandre, je t'en prie. Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue donc, pour ce webinaire consacré au conseil opérationnel en financement public. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Silam. Je suis responsable du pôle gestion et finances d'entreprise chez Finance Innovation. Finance Innovation, en quelques mots, on est un pôle de compétitivité qui est dédié pour les fintech, insurtech. On accompagne en grande partie ces entreprises dans leur accélération digitale, transformation digitale et également sur leur business développement. Aujourd'hui, on est sur ce webinaire avec Delphine, qui est consultante en financement public depuis maintenant 3 ans et demi chez Sogedev et qui est là un peu pour vous expliquer et vous donner des conseils sur comment se financer via le financement public. Delphine, je te laisse démarrer sur cette Ça présentation. marche. Merci beaucoup Alexandre pour l'introduction. Merci pour ce partenariat. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc j'ai prévu une présentation d'environ 20 minutes et on aura un temps dédié aux questions en fin d'échange si jamais je n'y avais pas déjà répondu en cours de route. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est le cumul des aides à l'innovation, CIR, C2I, JEI, aide BPI France. Est-ce qu'on peut cumuler tout ça? Donc rapidement, le programme qui nous attend, donc c'est une présentation bien sûr rapide de ces différentes aides, les conditions d'éligibilité pour pouvoir y prétendre, comment on les met en place, ce à quoi il faut faire attention pour cumuler et puis le temps d'échange en fin de webinaire. Alors, pour commencer, Sogedev, qui sommes-nous? Quelques secondes d'abord sur la société. Nous avons 3 grands domaines d'intervention. Le premier, c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est le financement public des projets de recherche et de développement et d'innovation. Nous accompagnons aussi nos clients au financement public des projets du développement à l'international, ainsi que sur les projets d'investissement et de recrutement. En termes de répartition géographique, le siège de la société Sogedev est situé à Issy-les-Moulineaux et nous avons différentes agences réparties sur le territoire, Aix-en-Provence où je suis personnellement, ainsi que Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. Nous sommes inscrits dans l'écosystème de l'innovation avec différents partenariats. Je vous laisse prendre connaissance rapidement de cette slide. J'attire juste votre attention sur le premier point, c'est le fait que nous soyons référencés conseils en CIR C2I par la médiation des entreprises. Cela signifie que dans nos protocoles, notre façon d'accompagner les clients, nous respectons les bonnes pratiques pour effectuer le meilleur conseil possible. Alors, c'est parti. On attaque en tout premier lieu par présentation des crédits impôt recherche et crédit impôt innovation. Donc, crédit impôt recherche pour commencer, CIR, CIR, tout ça, c'est la même chose. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est vraiment le dispositif phare du gouvernement pour la recherche qui existe depuis 1983. Il vous permet en fait de financer jusqu'à 30% de dépenses en R&D, donc dépenses qui ont déjà été effectuées. Cette aide peut être sollicitée par toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité. En termes de fonctionnement, l'idée, c'est de calculer l'assiette de dépenses éligibles à la recherche sur une année civile considérée, donc du 1er janvier au 31 décembre. On regarde tout ce qui a été dépensé pour appliquer ces 30% et connaître le montant de votre crédit impôt recherche. Ça fonctionne avec une déclaration qu'on associe avec un exercice fiscal. Et pour cela, on utilise un formulaire dédié qui est le 2069 ASD et c'est une annexe à la déclaration de solde d'IS, donc de l'impôt sur les sociétés. Naturellement, ce montant va être soit imputé à votre impôt sur les sociétés si vous en avez un, soit c'est un versement qui peut vous être fait si votre IS est nul. Ensuite, crédit impôt innovation, CII, C2I, c'est la même chose. Rapidement, alors parfois on le surnomme le petit frère du CIR, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il est plus récent, il a été mis en place en 2013 et le taux de financement est un petit peu plus bas. On est ici jusqu'à 20% de récupération des dépenses d'innovation comme son nom l'indique.
Il est plus restrictif car il peut être sollicité uniquement par les PME au sens communautaire. En revanche, en termes de fonctionnement, ça ressemble beaucoup au crédit impôt recherche dans le sens où le calcul s'effectue aussi sur une année civile, la déclaration s'associe à un exercice fiscal et le formulaire, c'est le même pour déclarer ce crédit d'impôt. Alors, je vais passer rapidement sur ce point-là, dépenses éligibles. Je vous renvoie si vous avez plus de questions. Déjà, vous pourrez me demander en fin d'échange, bien sûr. Sinon, sur YouTube, nous avons un webinaire dédié à cette question-là de façon plus détaillée. Donc, je vous le disais, l'enjeu, c'est de calculer l'assiette de dépenses éligibles. D'abord, le crédit impôt recherche sur la gauche de cette slide. On va aller voir toutes les dépenses internes qui ont été réalisées par la société déclarante, dépenses en termes de personnel, de matériel, propriété intellectuelle, normalisation et veille technologique. On peut aussi, sous certaines conditions, venir ajouter à ce calcul les dépenses externes, donc les sous-traitances que vous aurez confiées à des organismes publics ou privés. L'une des conditions, par exemple, c'est le fait que ce sous-traitant soit agréé au titre du crédit impôt recherche. Alors là, j'anticipe un petit peu sur le point qu'on va aborder un peu plus tard dans la présentation. Attention, il y a des déductions à réaliser dans le cas où vous auriez perçu des subventions ou des avances remboursables sur vos projets de R&D. Et il y a aussi, dans certains cas, les prestations de conseil en CIR à déduire de cette assiette de dépenses. Je passe maintenant au crédit impôt innovation sur la droite de la slide. De nouveau, le calcul est assez similaire. On s'intéresse aux dépenses internes, personnel, matériel, propriété intellectuelle, les dépenses externes d'innovation, sous réserve que le sous-traitant sollicité soit agréé au titre du crédit impôt innovation et on doit de la même façon opérer les déductions qui s'imposent. Alors, est-ce qu'on peut cumuler ce crédit impôt recherche et ce crédit impôt innovation? La réponse est oui. Alors, pour quelle raison? Parce que les dépenses, les travaux réalisés ne sont pas les mêmes. Pour le crédit impôt recherche, ce qui nous intéresse, c'est toutes les dépenses qui sont effectuées pour des tâches qui vont relever de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et ou du développement expérimental. Dans ce contexte crédit impôt recherche, votre objectif, c'est de lever une incertitude, de résoudre une problématique forte par la génération de nouvelles connaissances. Et cet aspect de nouvelles connaissances doit être justifié en fait par une présentation de l'état de l'art, donc l'ensemble des connaissances disponibles en lien avec votre problématique. Crédit impôt innovation, sur la droite, on est vraiment dans un contexte différent. Les tâches qui sont éligibles vont concerner celles du prototypage d'une solution innovante commercialisable. Donc là, l'objectif, c'est de combler un besoin qui n'est pas satisfait sur votre marché cible en proposant une solution de performance supérieure par rapport aux solutions concurrentes déjà disponibles. Donc, on a des tâches, des dépenses qui sont vraiment distinctes. Et donc, effectivement, ces dispositifs sont cumulables, donc quand même que pour les PME au sens communautaire, puisque pour rappel, on ne peut pas solliciter le C2I lorsqu'on n'est pas PME. Ensuite, je vais passer au statut JEI, donc c'est l'acronyme pour Jeune Entreprise Innovante. Donc rapidement, à quoi sert ce dispositif ? Alors, pour commencer, il a été créé en 2004 et il vous confère différents avantages. Alors, sur les 8 premières années d'existence de la société, pour être plus précise, en fait, c'est jusqu'à la veille du jour du 8e anniversaire de la société. On peut d'abord bénéficier, grâce au statut JEI, à une exonération fiscale. Celle-ci, elle est totale, donc on exonère la totalité du montant de l'impôt sur les sociétés au premier exercice bénéficiaire durant la validité de ce statut JEI. Ensuite, pour le deuxième exercice bénéficiaire, alors qui n'est pas forcément consécutif au premier, on a une exonération de cette IS à hauteur de 50%. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau des exonérations sociales, on a certaines cotisations patronales d'URSSAF qui peuvent être exonérées. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette exonération, ça concerne à peu près la moitié des cotisations patronales relatives à la rémunération d'un personnel. Alors attention, la totalité des salariés d'une société JEI ne peut pas être exonérée, c'est uniquement le personnel qui va consacrer un temps notable à la R&D au sens large. On pourra revenir au moment des questions si vous voulez éclaircir ce point.
Enfin, troisième point, exonération totale ou partielle en fait de certains impôts locaux, donc cotisations économiques territoriales, CVAE et CFE. Là, ça va dépendre des délibérations qui ont lieu par rapport aux collectivités territoriales dont vous dépendez. Rapidement, critères d'éligibilité au statut GUI, on a 5 critères cumulatifs pour l'entreprise. J'attire votre attention sur le fait que ces critères doivent être réunis pour chaque exercice considéré. Donc, le premier, c'est être une PME. Ça consiste à avoir moins de 250 salariés d'une part, et d'autre part, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions d'euros de total de bilan. La société doit être âgée de moins de 8 ans. Alors attention, pour les sociétés créées avant le 31 décembre 2022, il y a une prolongation de 2 ans supplémentaires de ce statut GUI, mais ça concerne uniquement les exonérations fiscales et pas sociales. Je ferme la parenthèse. Troisième point, on a des contraintes au niveau du capital. La société doit être détenue à plus de 50% directement ou indirectement, donc ça veut dire soit au rang 1 ou en rang 2, par des personnes physiques ou des fonds d'investissement. Quatrième point, la société doit être créée et être vraiment nouvelle, donc c'est ce qu'on appelle le caractère de création ex nihilo. La société ne doit pas être issue d'une fusion, par exemple, de société, il n'y a pas de question de reprise d'activité antérieure, de reprise de propriété intellectuelle, de transfert de personnel, etc. Tout ce genre de choses vous exclut en fait du statut GUI. Et enfin, cinquième point, et là on va pouvoir recouper avec des choses que j'ai présentées un petit peu plus tôt. En fait, là, on a un critère de R&D. Cette R&D, elle doit représenter un certain poids dans la société et elle doit représenter au minimum 15% des charges totales de l'entreprise pour chacun des exercices. Ces dépenses, donc on parle de dépenses éligibles au sens du crédit impôt recherche. Donc là, petit point d'attention, dans le terme en fait, statut de l'entreprise innovante, ça pourrait faire penser au crédit impôt innovation. Et attention, là, on se réfère aux critères du crédit impôt recherche. Donc attention à ne pas faire ce mélange. Comment on va calculer ce critère des 15%? Alors, c'est un calcul qui va beaucoup ressembler au calcul d'assiette de dépenses éligibles pour le crédit impôt recherche. Il y a des petites différences. Par exemple, on ne va pas prendre en compte les facteurs bonus, si je peux les appeler comme ça, relatifs au dispositif Jeune Docteur. Et il n'est pas question ici en fait de retraiter les subventions perçues. On estime que voilà, l'argent dépensé aurait été dépensé de toute façon. Donc ce retraitement n'est pas à faire pour ce critère-là. Alors, est-ce qu'on peut cumuler crédit impôt recherche et statut jeune entreprise innovante? La réponse c'est oui. En plus, il y a vraiment un réel intérêt à faire ça parce que avec un type d'aide, vous n'allez jamais couvrir la totalité de vos dépenses. Donc, même si ça peut représenter du temps et donc un coût d'aller solliciter ces différentes aides, ça peut vraiment valoir le coup. Donc, les avantages sont distincts et cumulables. À noter quand même qu'on a des petites interactions entre les deux. Par exemple, si on applique les exonérations sociales, donc les exonérations de certaines cotisations patronales GUI, forcément, ça va abaisser les charges et forcément diminuer le montant du crédit impôt recherche. À noter que ça peut être vraiment intéressant d'avoir une validation du statut GUI, j'y reviendrai juste après, pour sécuriser en fait votre déclaration des crédits impôt recherche, parce que si on vous a reconnu que vous étiez GUI, en termes de tâches et de dépenses éligibles, eh bien voilà, ça vient sécuriser votre déclaration crédit impôt recherche. Donc, j'insiste, travaux de R&D vraiment indispensables, port d'accès obligatoire, à la fois pour le crédit impôt recherche et le statut jeune entreprise innovante. Attention, tenez bien compte des conséquences qu'un redressement de crédit impôt recherche pourrait avoir sur le statut GUI. Admettons que vous déclarez un crédit impôt recherche, celui-ci est refusé, quelle que soit la raison, au niveau des travaux, au niveau de l'équipe. Cela peut remettre en question votre statut GUI si finalement il n'y a pas de tâches éligibles au crédit impôt recherche. Attention aussi au fait que la qualification GUI n'est pas acquise définitivement.
Alors, comment on sécurise ce statut JEI? En effet, vous pouvez vous auto-déclarer, avoir vérifié par vous-même que tous les critères étaient réunis. Cependant, il y a une deuxième façon de faire qui peut être à préférer, puisque si vous auto-déclarez, l'administration peut venir vous demander de justifier que vous respectez bien les critères. Donc, ça peut être intéressant de passer par ce qu'on appelle une procédure de rescrit. C'est rédiger un dossier que l'on dépose pour demander l'avis de l'administration et être sûr d'appliquer les exonérations auxquelles on a réellement droit. Alors, comment ça fonctionne? Ça peut être fait en prévisionnel pendant les travaux ou après les travaux réalisés. On peut faire une seule demande pour plusieurs exercices fiscaux avec une certaine rétroactivité qui peut se mettre en place. Et au moment où vous déposez cette demande de rescrit, l'administration a 3 mois pour vous répondre. Donc, soit elle vous répond oui, soit 3 mois sans réponse, c'est un accord tacite, soit la réponse peut aussi être négative. À ce moment-là, il faut voir ce qui peut être mis en place. Contenu de la demande, eh bien sûr, ça va être des éléments administratifs pour prouver que l'on respecte les critères d'éligibilité. On présente les travaux de R&D pour pouvoir en apprécier la nature et les présentations des dépenses pour montrer qu'on a bien ces 15%. Surveillez bien que ces 15% sont effectivement alloués à la R&D en fin d'exercice et attention aussi à l'impact d'entrée de nouveaux actionnaires. Ça, c'est important dans le sens où ne serait-ce que pendant quelques heures ou quelques jours, si la détention capitalistique de votre société ne correspond plus à la condition imposée par le statut JEI, eh bien, le statut est perdu pour la totalité de l'exercice considéré. Donc, il faut bien faire attention à cela. Je passe maintenant aux aides BPI France. Oups, alors, excusez-moi, j'ai passé plusieurs slides d'un coup. BPI France. Alors, BPI, c'est pour Banque publique d'investissement, on peut la surnommer la Banque des entrepreneurs. Cet organisme a été créé en 2012 par la fusion de plusieurs organismes et elle propose différents accompagnements et aides selon l'étape de développement et le secteur de vos projets. Alors, je ne peux pas prendre le temps aujourd'hui de tous les balayer, j'ai juste en cité 2 qui sont des dispositifs assez phares. La bourse French Tech, par exemple, pour les toutes jeunes sociétés de moins d'1 an, qui peut financer une partie de vos projets jusqu'à 30 000 € au maximum. On a aussi d'autres aides pour d'autres étapes de votre projet, comme l'AFI, etc. Notez qu'il existe d'autres aides qui peuvent être, par exemple, des aides proposées par votre région et que le principe de cumul, parce que oui, vous pouvez de ce fait tout cumuler, voilà, le principe, les règles à respecter sont les mêmes, quelle que soit la nature, l'origine de la subvention. Alors, on va voir maintenant comment on jongle avec l'ensemble de ces aides. Donc, comme je vous disais, on peut effectivement cumuler CIR, C2I, JEI, aide BPI France, ou autres aides. Alors, attention, c'est vraiment le deuxième point, je pense, le plus important de cette diapositive, c'est qu'il faut absolument éviter la double valorisation. La double valorisation, ça voudrait dire que vous avez perçu une subvention et que vous avez dépensé cet argent et par exemple que vous allez vouloir virtuellement récupérer du crédit d'impôt. Donc ça, ce n'est pas possible. Vous pouvez récupérer une partie de vos dépenses uniquement si l'argent vient réellement de votre poche. Donc comment on fait concrètement? Eh bien, il faut retraiter les sommes que vous avez perçues de l'assiette de dépenses éligibles. Je prends un exemple. Voilà, par exemple, je dirige une société qui fait de la recherche, donc je vais déclarer du crédit impôt recherche. Admettons que mon calcul est donné que j'ai dépensé 500 000 € pour ma R&D. Si j'ai perçu une subvention de 100 000 € pour le même projet, pour cette R&D, eh bien, je dois faire 500 000 moins 100 000, et donc mes dépenses nettes, c'est 400 000 €, et c'est là-dessus que je vais appliquer mes 30%. Les avances remboursables, on les retraite aussi. Donc, dès lors que vous recevez les sommes, ça va pour une année civile considérée, il va falloir les retraiter. Et en fait, dès que vous allez effectuer les remboursements de cette aide, eh bien, vous allez les intégrer aux assiettes de dépenses, eh bien, comme une dépense, en fait. Donc, c'est dynamique, on a du retraitement et après de l'ajout de dépenses. Avant-dernier point, le conseil, c'est vraiment de retraiter au plus tôt la totalité des sommes perçues.
à des tâches éligibles. Dans mon exemple où voilà, j'ai inventé une subvention, par exemple, de 100 000 euros, il n'est pas question de dire, bah, tiens, je vais retraiter 50 000 euros telle année et puis 50 000 euros l'année d'après. Non, si vous avez reçu directement 100 000 euros sur une année, on retraite le maximum. Et enfin, dernier point, en général, les subventions qui sont proposées, eh bien, elles vont vous soutenir pour financer différents types de tâches qui ne sont pas forcément toutes éligibles, soit au crédit impôt recherche, si c'est ce dont on parle, soit au crédit impôt innovation, soit les deux. Dans mon exemple, où j'ai voilà, ma subvention fictive de 100 000 euros, si j'ai 80 000 euros financés pour ma R&D et 20 000 euros en support pour voilà, des dépenses de recherche, de partenariat, de marketing, voilà, des choses qui sont en dehors du scope CIRC2I, eh bien sûr, je ne vais pas retraiter cette somme-là. Donc, bien faire le distinguo, voilà, quelle somme vient supporter quelle tâche pour éviter cette histoire de double valorisation. En conclusion, alors là, je récapitule un peu les infos clés exposées depuis le début de cette présentation. CIRC2I d'abord, donc on intervient en aval de travaux et donc de dépenses déjà réalisées. Alors que le JEI, donc on peut avoir aussi une rétroactivité, on peut aussi appliquer les exonérations en cours de travaux. CIRC2I, il n'y a pas de limite d'âge pour la société. En revanche, pour le JEI, jusque 8 ans ou dans certains cas 10 ans, je l'ai exposé tout à l'heure. CIRC2I, on raisonne sur les années civiles, forcément, alors que pour le JEI, on est basé sur un exercice. Donc, si vous clôturez vos exercices au 31-12, ça revient au même. En revanche, si vous avez des exercices décalés, il y aura des petites gymnastiques, entre guillemets, à opérer. Le CIR, il est ouvert à toutes les entreprises, globalement, toute taille, tout secteur. C2I, on est uniquement pour les PME et le JEI, un peu plus restrictif pour les PME, respectant certaines conditions capitalistiques. Pour le CIR des C2I, il n'y a pas de minimum de dépenses exigé pour en déclarer. En revanche, le JEI, on l'a vu, il y a un minimum de dépenses pour pouvoir y prétendre. Et sinon, voilà, bien distinguer le crédit impôt recherche du crédit impôt innovation et bien garder en tête pour le JEI qu'on a un lien avec les tâches éligibles au crédit impôt recherche. Les aides, alors voilà, comme dit précédemment, il y en a vraiment une multitude, on ne peut pas toutes les balayer, mais en gros, l'idée, c'est que vous avez votre aide financière en amont des travaux. Alors, ce n'est pas forcément en amont des projets. Le projet peut être déjà commencé, mais votre subvention vient vous aider pour l'étape, la phase 2, par exemple, de votre projet. Ça va être en amont de cette phase 2. Et attention à bien retraiter les montants perçus s'ils viennent concerner des dépenses qui sont déclarées pour le crédit impôt recherche et ou crédit impôt innovation. Donc, en résumé, vous pouvez effectivement, si c'est pertinent, si voilà, ça colle avec la situation, l'activité de votre société, l'ensemble de ces dispositifs, il y a vraiment un intérêt pour voilà, supporter au mieux les coûts, les divers coûts liés à vos projets. Attention aux conditions du JEI que j'ai expliqué précédemment. C'est une procédure que l'on peut sécuriser et encore une fois, j'insiste, attention au retraitement à effectuer. C'en est terminé, donc n'hésitez pas à venir consulter le blog sur sogedev.com. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Marie Garnier avec le numéro qui s'affiche. Il y a aussi l'adresse mail et je suis maintenant prête à prendre vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Delphine. Alors, j'ai une première question qui vient de Adeline. Quelles sont les conditions pour être JEI ? Alors, JEI, on avait 5 conditions cumulatives. Je peux revenir à la slide rapidement parce qu'elle répond bien à la question. On peut s'y attarder si je suis passée un petit peu rapidement. Donc, JEI, il faut d'abord regarder le nombre de salariés de la société, les conditions de chiffre d'affaires et de total de bilan, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions de total de bilan, ça ce sont les seuils à ne pas dépasser. Il y a le critère d'âge. Alors, je peux m'y attarder un petit peu. Pour les sociétés qui sont créées à partir du 1er janvier 2023, on reste sur un statut JEI qui va durer 7 années pleines, donc jusqu'à la veille du
jour du 8e anniversaire de la société. Pour les sociétés qui ont été créées de façon antérieure, on va considérer 10 années pleines. Alors attention, avec les 2 dernières années où les exonérations qui peuvent être mises en place, c'est uniquement les exonérations d'impôts sur les sociétés. Il n'est plus question, malheureusement, j'ai envie de dire, d'exonérer au niveau des cotisations patronales des personnes. Conditions capitalistiques, où on a besoin d'avoir des personnes physiques ou des fonds d'investissement au rang 1 ou au rang 2 à un taux de plus de 50%. Il y a aussi le critère de création ex nihilo. Là, ce qui peut vous aider à déterminer ça, ça va être les statuts déposés à la création de la société, voir exactement le contenu de ce document pour vraiment apprécier le caractère réellement nouveau de la société considérée. Et enfin, on peut revenir aussi, si besoin, sur ce point-là, si je suis passée un petit peu rapidement. Il faut démontrer sur un exercice donné que toutes les charges dépensées en R&D, au sens crédit impôt recherche, dépassent 15% des charges totales de la société, encore une fois, sur l'exercice en question. Voilà, j'espère avoir éclairé la lanterne d'Adeline. Alors, j'ai un mot aussi de Michel qui demande donc sur les chiffres ANRT et l'embauche de jeunes docteurs. Oui. Il y a une question plus précise ou c'est juste… Alors, il demande, peut-on associer CIR avec TRL 1 à 6 et C2I avec les TRL supérieurs? Ou est-ce une caricature? Alors, TRL, pardon, je ne vois pas à quoi cela fait référence. Alors, je vais passer à… En tout cas, je peux répondre dans un premier temps pour les subventions chiffres. Donc, elles sont effectivement à retraiter. Étant donné que ça va être vraiment nominatif pour la personne qui certainement va mobiliser du temps éligible au crédit impôt recherche. À ce moment-là, il faut voir exactement quel est le montant de la subvention qui a été perçue pour l'année considérée et retraiter ce montant-là aux dépenses totales. Maintenant, ça reste, je ne pense pas que ce soit si gênant que ça, dans le sens où si la personne est conservée dans l'entreprise après l'obtention de son doctorat, on a le dispositif jeune docteur. Je ne sais pas si la personne voulait que j'éclaircisse ce point. On peut s'y attarder. Oui, tu peux. Oui. Alors, dispositif jeune docteur, donc c'est un dispositif incitatif pour les sociétés qui déclarent du crédit impôt recherche. L'incitation, c'est d'embaucher en fait des personnes qui ont un doctorat, donc au sens PhD. Donc les conditions, c'est d'une part que cette personne elle soit embauchée en CDI. Ce CDI doit être le tout premier CDI signé par la personne qui a obtenu son doctorat. Ensuite, on a aussi des conditions d'effectif R&D interne à la société. Cet effectif, il doit être stable ou en croissance. L'idée, c'est d'éviter qu'il y ait des licenciements, par exemple, encouragés en se disant, ben voilà, je licencie des personnes pour prendre un jeune docteur. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Et alors, quel est l'intérêt de cela? En fait, pour de tels profils, eh bien, on vient grossir artificiellement l'assiette de dépenses de façon plus précise. Le salaire brut auquel on ajoute les charges patronales éligibles au crédit impôt recherche, eh bien, on vient artificiellement doubler ce salaire. Si j'invente, voilà, j'ai un jeune docteur qui est payé 50 000 € brut annuel, j'en sais rien. Je vais considérer 100 000 €. Et en plus, on ne va pas ajouter un forfait de 43% comme des profils classiques, entre guillemets, mais on vient ajouter 100%. Donc, si je viens doubler et que j'ajoute 100%, ça fait en gros x4 par rapport à ce que j'ai réellement dépensé pour ce personnel. Et si j'applique les 30%, on retombe à peu près sur nos pieds. Donc, c'est pour cette raison que parfois, vous pouvez voir que le crédit impôt recherche finance complètement l'embauche d'un jeune docteur. Alors ça peut être vrai uniquement si la personne en question mobilise un temps complet ou quasi complet à la R&D. Si au prorata de son temps passé, on est un peu plus bas, on ne va pas couvrir entièrement le salaire qui va lui être versé. D'accord. Très clair. J'ai une autre question. Alors, y a-t-il des cas où il est intéressant de déclarer un CIR nul? Alors, ça dépend.
s'il n'y a aucune dépense éligible, s'il n'y a aucune nature de travaux éligible, il n'y a aucun intérêt à aller déclarer un crédit impôt recherche qui serait égal à 0. En revanche, là, je vais faire un petit focus sur les subventions. Ça peut être vraiment intéressant d'aller déclarer un crédit impôt recherche nul ou quasiment nul si c'est dû au retraitement d'une grosse subvention. Pourquoi? Alors, on se dit, ça prend du temps, alors je ne vais rien récupérer. Quel est l'intérêt? Ça peut vraiment venir montrer, justifier que vous avez bien effectué ce retraitement. Admettons, pour une année considérée, vous vous dites, j'ai reçu une grosse subvention, ça vient descendre toutes mes dépenses à 0, je ne déclare pas. Et l'année d'après, vous voulez soudainement redéclarer. Bien là, vous prenez le risque qu'on vous reproche de ne pas avoir retraité cette subvention. Donc, ça peut être vraiment un bon plan, finalement, de déclarer ce CIR nul dans le cas de perception d'une subvention. Comme ça, vous êtes clair et net et on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir opéré de retraitement. D'accord. J'ai une autre question donc, de Oussem. Les financements sont demandés seulement pour les projets qui ont été réalisés durant une année civile et pas pour chaque projet seul. On peut demander un financement pour des projets qui n'ont pas encore commencé. Alors, grosse question, je ne sais pas si elle concerne plus une aide que l'autre. Alors, je vais m'arrêter sur l'année civile. Si on fonctionne en année civile, c'est qu'on s'intéresse au crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation. Si vous avez un projet qui s'étale sur plusieurs années civiles, il y a plusieurs crédits impôt recherche et ou plusieurs crédits impôt innovation qui vont être déclarés. Donc, tout ça est très dynamique en fait. Si vous avez des travaux et donc des dépenses de R&D telle année, pas l'année d'après, du coup, il n'y a pas de crédit impôt recherche, ça peut reprendre, il n'y a pas de souci. Et un même projet ou plutôt une même problématique, si je me place sur le crédit impôt recherche, peut tout à fait être présenté sur plusieurs années. Si vous continuez de tenter de résoudre cette problématique ou qu'il y a toujours des nouvelles problématiques au sein d'un même projet, ça, c'est pas du tout dérangeant. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Alors, la deuxième partie, c'est on peut demander un financement pour des projets qui n'ont pas encore commencé. Ok. Alors, alors ça va faire appel par exemple aux subventions. On n'a pas encore commencé. Ça peut être par exemple pour l'aide à la faisabilité, aide proposée par BPI France. Là, c'est vraiment une aide qui vous est proposée pour étudier le potentiel de votre projet. Est-ce que le marché est là? Est-ce que le besoin est bien identifié? Est-ce que ce que vous l'avez proposé vient bien répondre à un besoin, etc., etc. Donc oui, on peut faire ça. Je peux compléter ma réponse avec un point assez spécifique. On a aussi des dispositifs de préfinancement. Alors là, je vous renvoie à un autre webinaire qui a été donné un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Sogedev. Donc le préficir, encore une fois, qui peut se demander sous certaines conditions. Ça va considérer des crédits impôt recherche qui vont dépasser 100 000 euros. Et pour une société qui n'est pas primo-déclarante, si c'est la première fois que vous déclarez, vous ne pouvez pas demander ça. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la somme de votre crédit impôt recherche avant le timing de déclaration. C'est un axe possible. Super. J'ai une autre question de Bertrand. Bonjour, vous avez intégré les aides régionales ou locales. Dans les aides BPI, est-ce forcément le cas ou en existe-t-il d'autres spécifiques aux échelons locaux régionaux? Alors, c'est une question intéressante. Parfois, BPI France est clairement partenaire de certaines aides régionales. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Il y a des aides régionales qui sont vraiment indépendantes à BPI France. Là, ça va être vraiment au cas par cas. Pour chaque région, on va avoir des secteurs d'activité privilégiés. Donc, à voir où est-ce que vous êtes situé géographiquement, quelle est la nature, l'avancement des travaux, quelles sont les dépenses aussi, la durée des travaux. Ça aussi, ça vient impacter sur le fait d'aller prétendre ou pas à une ou l'autre subvention. C'est assez au cas par cas. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on étudie vraiment votre situation et vous donner le conseil le plus précis. Super, merci Delphine. J'ai une autre question. Quel est le bon timing pour déposer une demande de rescrit?
Alors, pour le rescrit JEI, j'imagine, alors là, on va faire référence au délai de 3 mois qu'a l'administration pour répondre. Si on prend la situation où l'administration ne se prononce pas durant 3 mois, et donc ça vaut pour accord tacite, ça peut être intéressant de le déposer, par exemple, en fin d'année. Par exemple, imaginons, nous sommes en décembre 2022, j'ai déposé mon rescrit JEI, je laisse 3 mois s'écouler, donc janvier, février, mars. Admettons que je n'ai pas de réponse, c'est OK. Eh bien, pour les chiffres à déposer durant la période fiscale du mois de mai, pour les entreprises qui clôturent au 31/12, j'ai déjà ma réponse. C'est plus confortable de se dire, tiens, je vais déclarer mon bénéfice et payer mon IS et je ne sais pas trop si j'aurais pu avoir une exonération ou pas. Donc, ça peut être bien de faire à ce timing-là. Maintenant, on peut déposer cette demande à tout moment. Et je vais compléter un petit peu ma réponse sur le côté de rétroactivité. Je crois l'avoir mentionné très rapidement durant la présentation. On n'a pas forcément de rétroactivité sur les exonérations d'impôts sur les sociétés. Donc voilà, pour ce sujet-là, ça peut être vraiment intéressant d'anticiper pour pas être dans le flou. En revanche, pour les exonérations de cotisations sociales, donc là je parle des cotisations patronales URSSAF concernées par le statut JEI, là c'est vraiment intéressant, on a une rétroactivité qui peut remonter jusqu'à 3 ans jour pour jour. Donc là on est le 14 mars 2023, je peux virtuellement remonter jusqu'aux exonérations que j'ai versées le 14 mars 2020. Donc ça c'est plutôt pratique. Super. J'ai Selstabil qui demande si on peut reprendre les conditions et la mise en place des aides. Je pense peut-être d'un point de vue général. Alors, pour la dernière slide, peut-être, je vais la remettre. Ouais. OK. Voilà, donc si je commente en plus, donc crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, il faut regarder donc les années civiles écoulées. Donc là, typiquement, on est en pleine saison pour aller vérifier l'éligibilité de vos travaux 2022, puisque l'année civile vient de s'écouler. Donc les travaux, les dépenses pour calculer les assiettes de dépenses éligibles et voir x 30% pour le crédit impôt recherche versus x 20% pour le crédit impôt innovation, voir les sommes auxquelles vous auriez droit. Ça, c'est la première chose. Pour le statut JEI, donc comme je le mentionnais, vous pouvez, voilà, si vous êtes confiant, vous avez vérifié tous les critères, vous avez le droit d'exonérer sans rien demander à personne. Maintenant, pour sécuriser la démarche, vous pouvez faire ce qu'on appelle la demande de rescrit et voilà, écrire noir sur blanc toutes les raisons pour lesquelles eh bien, vous justifiez de chacun des critères d'éligibilité et le soumettre à l'administration pour avoir son avis. Et voilà, pour les aides, alors c'est peut-être un peu frustrant de ne pas les avoir abordées, mais il y en a vraiment une multitude. Voilà, donc n'hésitez pas à nous consulter. Mais voilà, généralement, ce qu'il va falloir faire, c'est consulter bien sûr le cahier des charges de l'aide qui vous intéresse pour savoir comment constituer votre dossier de demande et vraiment montrer que les dépenses prévues sont bien celles à mettre en face avec les travaux, les personnels de votre société, qui a un réel intérêt pour votre marché-ci par rapport à votre innovation. Voilà, c'est peut-être un petit peu vague, mais encore une fois, c'est au cas par cas, selon votre secteur et selon votre degré d'avancement, si le projet est déjà commencé. Et alors, toujours Selstabil qui demande quelles sont les conditions pour cumuler les aides, justement? Alors, admettons, je veux cumuler CIR, C2I, JEI et puis une subvention que vous auriez obtenue. La première, ça va être, il faut absolument être PME, puisque si vous n'êtes pas PME, vous ne pouvez pas prétendre au C2I, au JEI. Ça va impliquer forcément en termes de nature de travaux, bien réaliser des travaux éligibles au crédit impôt recherche. Donc les travaux si je vais un petit peu plus dans le détail, crédit impôt recherche, vous pouvez prétendre si vous faites de la recherche fondamentale. Donc là, c'est vraiment générer de la connaissance et c'est vraiment le but de créer cette connaissance-là. Recherche appliquée, là, on va être dans une réalité un petit peu plus concrète et d'appliquer
les connaissances que vous avez générées à des cas pratiques et concrets. Développement expérimental, alors ça c'est intéressant parce qu'on peut parler de prototypage dans le développement expérimental, mais qui sera bien à différencier du coup du prototypage qui lui est éligible au crédit impôt innovation. Là, le focus qu'il faut faire, c'est est-ce que vous êtes en train de résoudre une problématique, est-ce que vous passez du temps à débloquer une situation. Dans ce contexte-là, pour un prototypage où vous allez faire beaucoup d'itérations, où il y a beaucoup d'incertitudes, par exemple, là, on va être plus dans le crédit impôt recherche. Et si vous prototypez votre solution pour votre marché cible, où il n'y a pas forcément de problématique, là, on est plus sur le crédit impôt innovation. Pour le statut JEI, on l'avait abordé en toute première question. Donc, il y avait les détentions capitalistiques, etc., l'âge de la société. Et pour les aides, encore une fois, consultez le cahier des charges parce qu'il y a des aides qui vont être, si je prends l'exemple de la bourse French Tech, votre société doit avoir moins d'1 an. Il faudra voir voilà, la nature de votre projet, est-ce qu'on est bien face à un projet d'innovation ou pas, etc. Après, il faut bien étudier les conditions de l'aide qui vous intéressent. Super. Et alors, je reviens, Delphine, sur le rescrit JEI. S'il est refusé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, oui, c'est une bonne question. J'ai parlé du cas heureux où il est accepté. Donc là, vous pouvez effectivement recevoir une réponse négative. Vous recevez un courrier et en général, on vous explique bien en fait les raisons de ce refus. Ça peut être les tâches décrites qui vont être plutôt de l'innovation ou plutôt de l'ingénierie ou je ne sais pas, mais où le caractère de R&D au sens crédit impôt recherche ne semble pas bien justifié. Ça peut être aussi un reproche qui vous est fait par rapport à l'équipe. Ça, je ne l'ai pas du tout mentionné, mais pour le crédit impôt recherche, d'ailleurs, ça répond à la question précédente sur les conditions pour cumuler tout ça. Il vous faut dans votre équipe un personnel compétent et qualifié sur l'activité et les tâches effectuées au sein de votre société. Et pour le crédit impôt recherche spécifiquement, il vous faut un bac+5, diplôme d'ingénieur ou master ou diplôme équivalent en lien avec la recherche menée. Et donc là où je voulais en venir, c'est que si les conditions de diplôme ne sont pas réunies, ça peut être un sujet de refus d'accord du statut JEI. Mais tout n'est pas perdu. Vous pouvez en fait resoumettre une nouvelle demande, peut-être retravailler la présentation, apporter plus d'informations, peut-être revoir aussi ce que vous avez prévu, s'il y a du prévisionnel dans cette demande de rescrit JEI. Et à ce moment-là, vous aurez un second examen de cette demande. Super. Super. Bah, écoute, Delphine, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as quelques mots pour conclure ou... Alors oui, avec plaisir. Je n'avais pas forcément anticipé ça, mais ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que toutes ces aides, voilà, c'est une chance, je pense, de pouvoir les solliciter. Maintenant, répondre aux besoins de votre marché, etc. Ça reste la priorité. N'allez pas piloter le fonctionnement de votre société avec ces aides-là. Il faut vraiment que ça reflète l'activité de votre société, que ce soit cohérent. Il y a toujours une prise de risque, mais même si, par exemple, tous les indicateurs sont verts pour un crédit impôt recherche, par exemple, voilà, même si le risque est faible, il est toujours existant. Donc, voilà. Donc, faites bien les choses, si je peux me permettre, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions et à vous faire accompagner pour sécuriser au maximum et avoir bien connaissance des risques auxquels vous vous exposez sur ces différents sujets. Super. Alors, Delphine, on a Sarah qui, je pense, a une dernière question, qui est en train de taper. Pas de souci, on peut attendre Sarah. On va attendre Sarah. Je pense que la question est bientôt...
Ah, alors attends, j'ai oublié Alexis. Alexis qui demande quels sont les impacts d'une éligibilité pour les contrats R&D conclus avec des organismes publics agrémentés avant le 1er janvier 2022. Alors, avec les organismes, alors agrémentés, j'imagine que c'est agréé. Bon, c'est presque pareil. Excuse-moi, Alexandre, est-ce que tu peux reprendre la question? Je vais la reprendre, elle est un peu longue. Alors, quels sont les impacts d'une éligibilité pour des contrats R&D conclus avec des organismes publics agréés avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur du SICO et fin du doublement des factures sous-traitance R&D du CIR? Alors, il y a plein de sujets mélangés dans cette question. Ouais. Alors, première chose, je vais attaquer par un premier axe. Admettons, j'ai toujours ma société virtuelle, je fais de la recherche et je veux calculer mon assiette de dépenses éligible. Je peux avoir de la sous-traitance. Et donc, dans ce cas-là, l'organisme sous-traitant doit lui-même, la nature des travaux, confiés doivent être de la R&D en tant que telle, ou alors des travaux qui sont essentiels à ma R&D, de l'analyse, par exemple. En soi, ce n'est pas de la R&D, mais j'ai besoin de cette réponse-là absolument pour poursuivre mon projet de recherche. Cette société doit avoir un agrément crédit impôt recherche, et cet agrément, ça répond peut-être en partie à la question, je ne sais pas. En fait, c'est accordé par année civile. Donc, si je parle de mes dépenses 2022, mon prestataire doit être agréé au titre de l'année 2022. Ça, c'est une première chose. Sinon, il y a le SICO qui a été mentionné. Donc, c'est un crédit d'impôt tout récent là, qui vient d'être mis en place. Donc, il peut être plus intéressant que le crédit impôt recherche dans le sens où là, on va pouvoir récupérer 50% des factures de prestations. Donc, c'est supérieur à un crédit impôt recherche parce que lui, c'est 30% des dépenses et donc des prestations s'il y en a. Maintenant, attention, le SICO, il est un petit peu plus restrictif sur d'autres sujets que le crédit impôt recherche. La première chose, c'est que il faut vraiment un contrat de collaboration qui doit être signé avant les travaux, donc une réelle collaboration entre la société déclarante et ce prestataire. La deuxième chose, c'est que ce prestataire, ça doit être un ORDC, donc un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Et à ce moment-là, cet organisme doit avoir, en plus de l'agrément crédit impôt recherche, aussi un agrément SICO. Voilà, donc cette question, c'était un gros bloc. J'espère avoir levé quelques points d'interrogation. Et voilà, pour en discuter plus longuement, on est à votre disposition, bien sûr. Super. Écoute Delphine, je te remercie pour ce webinaire et tes conseils. On va bien sûr vous envoyer une copie de la présentation et n'hésitez pas à prendre contact avec Delphine pour tous les conseils sur le financement public lié à l'innovation. Donc voilà, je vous remets la dernière slide pour prendre le numéro, adresse du site internet et l'adresse mail pour prendre contact avec nous. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Alexandre et merci à tous. Merci Delphine.